Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est pour vous parler un peu du septénaire planétaire et de leurs analogies à la fois psychologiques et physiques. Il y a beaucoup de rapports et de concordances dont je ne saurais faire extrait dans cette vidéo, mais je parle souvent de septénaire, je parle souvent de 7 plans, je parle souvent de 7 forces, de 7 principes. Nous appelons les 7 logos, les 7 rayons du Verbe créateur. C'est les 7 plans des gnostiques. C'est le septénaire qui part du physique au plan divin, atmique, la couronne. C'est donc pour votre compréhension des principes que j'ai décidé de faire cette vidéo. C'est un résumé, un tableau issu d'un ouvrage qui m'a été confié il y a maintenant un moment et dont je pense que le résumé est un des plus pratiques en théorie et à la fois un des plus synthétiques. Commencer d'abord par parler donc des 7 astres, des 7 luminaires, des 7 étoiles qui animent notre semaine hebdomadaire. Nous savons également que nous commençons la semaine le lundi pour le travail, ainsi après le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi et le dimanche, qui est le jour du Seigneur pour les chrétiens et qui est donc le jour du soleil, alors que par contre les musulmans, le jour le plus sacré est le vendredi et le jour de Vénus. Et pour les Hébreux, c'est Shabbat, ça va de vendredi soir jusqu'au samedi soir, c'est donc le jour de Saturne. Nous avons donc les 3 religions monothéistes abrahamiques qui se partagent les 3 jours du week-end. Ça, c'est l'ordre de la semaine séculaire que nous avons en action depuis maintenant quelques siècles. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'en fait, cet ordre a été changé pour des raisons à la fois controversées et obscures. Nous savons qu'en hermétisme, l'ordre planétaire part donc de la Lune, 28 jours, Mercure, 88 jours, Vénus, 222-225 jours. Nous avons après le Soleil en 360 jours, et puis nous avons Mars, un peu presque 2 ans, puis 12 ans pour Jupiter, et nous avons 29 ans et demi pour Saturne, ce qui fait donc l'ordre hermétique. Et nous savons également que cet ordre est le vrai ordre des jours également, ce qui fait que donc le premier jour est le lundi, mais le deuxième jour est le mercredi, le troisième jour est donc le vendredi, le quatrième jour est donc le dimanche, le cinquième jour est donc le mardi, le sixième jour est donc le jeudi, et le septième jour ne change pas et reste Shabtai, c'est-à-dire Shabbat, et c'est-à-dire Saturne, le samedi. Nous avons aussi, ça c'est l'ordre que préconise la fraternité blanche. Il dit que cet ordre a été changé pour les subversions des forces cosmiques, des forces énergétiques. Il y a aussi l'ordre qui est proposé et qui est en adéquation avec l'heptagramme ou l'étoile des mages, c'est-à-dire qui commence le premier jour par le soleil, le second jour par la lune, le troisième jour par Mars, le quatrième jour par Mercure, le cinquième jour par Jupiter, le sixième jour par Vénus et donc le septième jour par Saturne. Peu importe l'ordre des jours, dans cette conception de cette vidéo, ce n'est pas la question. C'est pour vous dire qu'il y a donc 3 ordres à la semaine hebdomadaire et qu'actuellement nous avons un ordre de jour qui est faussé dans la tradition hermétique et alchimique. Nous savons que les 7 astres influencent selon leur composition élémentaire sur des corps et des êtres analogues à la leur, c'est-à-dire par exemple que les pierres noires sont en révérence et en référence de Saturne, par exemple, ainsi que les animaux tels que les chauves-souris. Et par contre, pour Mars, c'est la couleur rouge qui primera, ainsi que les animaux plus féroces comme le tigre. Nous comprenons donc qu'il y a ces rapports analogiques à leur composition interne et essentielle qui se transmet donc en forme et en apparence. Mais là, nous parlerons donc des 7 principes dans leur principe avec la force, avec le principe de la prédestination que cela induit, avec leurs facultés, avec les conditions que cela
proportionnent dans l'être, avec le sens que cela signifie, avec leurs tendances, avec à la fois aussi le faste de l'influence solaire ainsi que le néfaste de l'influence solaire et des autres planètes également. Nous commencerons par parler des 7 péchés capitaux, car nous savons que les péchés capitaux sont un septénaire ainsi que les vertus. Et ces 7 vertus comme ces 7 vices ou 7 péchés capitaux sont donc en adéquation avec ce septénaire hermétique. Et donc nous avons pour le soleil le vice qui est l'orgueil. L'influence solaire est donc synonyme d'orgueil si elle est mal proportionnée ou plutôt mal contrôlée par la personne dont elle est l'influence première. Nous avons la lune pour qui le vice est la paresse, mais la paresse spirituelle qui se nomme l'acédie. Nous avons pour Mars le péché capital de la colère, qui est donc l'inverse du courage martien, du guerrier fidèle, du chevalier droit, c'est donc la colère. Pour Mercure, il y a le vice de l'envie, de la jalousie. Nous savons que Mercure est à la fois un dieu archétypal des courriers, des messagers, mais aussi des voleurs et des pharmaciens, ainsi que des docteurs. Nous savons que Vénus, son vice est la luxure, c'est-à-dire les appétences de la matière, les illusions des charmes. Nous savons que Jupiter, son vice est la gourmandise, car il aime bien l'opulence, la grandeur, la bénéficité, qui peut tourner à l'exagération. Nous avons Saturne qui, lui, son vice est la misanthropie, mais aussi et surtout l'avarice. La personne qui garde ses florins et qui les accumule et qui ne le dépensera jamais, car la triste vérité de la transition de la mort l'appellera avant. C'est un triste vice que l'avarice. Nous parlerons maintenant de chaque astre en lui-même pour tout son sens. Ce sera plus facile à la compréhension que d'y aller au tout à chacun à chaque fois. Je vais donc commencer par l'astre solaire, propagateur de la lumière créatrice. Il représente donc l'expansion et le rayonnement, la grandeur, dans l'ouverture, l'expansion de sa représentation. Il induit donc l'essor, le développement, la perfection morphique et la vitalité expansive. Il gouverne les facultés objectives, c'est ce qu'est le jour, l'objectivité apparente, dont son complément se trouvera dans la lune, le céleste couple du jour et de la nuit, de la veille et du rêve. Le soleil est donc dans le jugement, dans la comparaison, dans le discernement, dans la mise en lumière, dans l'individualité. Il gouverne le sens esthétique, mais surtout le sens synthétique. Il était à évolution à tendance homogène. Il aime l'homogénéisation, c'est-à-dire l'unification. Il représente l'élévation pour le solarien, mais aussi les revers proportionnels qui vont avec. C'est ce que nous apprend le solstice, ainsi que le printemps et l'automne. La grandeur qui naît pour ensuite partir au déclin et mourir. Il représente dans le faste la gloire et dans le néfaste la menée des ennemis, car le solaire attise les jalousies. La lune représente donc la force dans son potentiel d'absorption et donc la force plastique ou de résistance, la vitalité statique, les facultés subjectives et inconscientes. Gouverne donc l'intuition, l'assimilation, la réception, l'introspection, la mémoire. Elle est plutôt du sens métaphysique. Évolution à tendance intellectuelle, car la lune représente cette féminité sentimentale, cette émotion qui tend à devenir masculine, c'est-à-dire dans l'expression de la raison, du raisonnement, de l'intellectualité, qui transmute donc l'animalité en potentiel humain.
L'imprévu continuel, car la lune est continuellement changeante, l'imprévu continuel des fortuités, et beaucoup d'annulations, beaucoup d'incertitudes et de doutes. Dans le faste, elle n'amène que la piètre aurea mediocritas, qui est donc la médiocrité. Et dans son néfaste, elle amène la ruine ou plutôt la misère, c'est-à-dire la pauvreté. Mars et sa colère ou son courage représentent la force dans sa dynamique, dans le dynamisme de la force créatrice. Dans l'impulsion également, dans l'émission masculine aussi. La vigueur musculaire, la puissance fonctionnelle, le potentiel d'énergie vitale, la faculté combative de l'organisme. Il représente la stratégie, la réalisation effective, la réduction des antagonismes et donc le sens combatif. Évolution à tendance exécutive, impulsivité. La lutte sans répit, la réduction des antagonismes et des conflictualités. Elle représente en face la victoire ou la suprématie, mais aussi dans le néfaste la fin prématurée ou la violence. Mercure est donc cette adaptabilité, cette transmutabilité, cette convertibilité. C'est lui le roi des alchimistes, ou plutôt le dieu, l'enseignant, l'Hermès Trismégiste. Représente donc cette substance à tendance mouvante, adaptative, je le répète. Il représente aussi la force dans la prédominance nerveuse, donc la force nerveuse, la prédominance des nerfs. L'adaptation aisée de l'organisme aux conditions externes, la faculté adaptative, représente l'ingéniosité, mais aussi la diplomatie, l'habileté, l'adresse, mais aussi la sociabilité, le marchandage, la communication. Le sens pratique, l'évolution à tendance expérimentale. Les ingéniosités, les adaptations, les occasions sont nombreuses pour le mercurien. L'invention également, elle est créatrice. Représente donc dans le faste les succès en tout genre dans les affaires également, mais ça peut représenter aussi en néfaste les malchances dans les affaires et les échecs juridiques. Vénus et sa luxure, ou Vénus et sa charité, représentent donc la force d'attractivité, l'attraction, l'harmonie des cohésions, l'acuité sensorielle, l'harmonie de l'assimilation, les facultés attractives, le charme, l'affectivité, les générations, l'extériorité, le sens harmonique, l'évolution à tendance émotionnelle, la sentimentalité, le décor, les facilités, les joies et les plaisirs sont du règne de Vénus. Le charme fait preuve donc dans son faste d'attractivité ainsi que de dilettantisme, d'œuvrer pour sans plaisir et sans intérêt, œuvrer pour la faculté de charité qu'elle représente. Mais elle peut représenter aussi l'avilissement, c'est-à-dire l'obscurité des mœurs, c'est-à-dire la morale qui se dégrade. C'est ce que nous retrouvons dans la luxure de Vénus, c'est-à-dire la perversité qui peut s'installer, ainsi que les formes de mœurs animales moins décentes. C'est ce que nous appelons donc la perversion en elle-même. C'est ce que représente l'avilissement des mœurs, de l'intériorité animique et psychique. Jupiter représente l'organisation, la cohésion des forces, leur structuration, je dirais, hiérarchique, la répartition des activités, l'homogénéité et l'équilibre. C'est une faculté organisatrice, élaboratrice. L'ordre, la méthode, la justice, l'équité, la répartition, le sens hiérarchique, c'est jupitérien. L'évolution à tendance éthique, les gestions représentent le domaine jupitérien. Les hautes sphères également, les faveurs de la vie, l'opulence par conséquent et le faste, qui peut tourner donc à la gourmandise. Et le néfaste du Jupiter est donc le scandale et la ruine.
Saturne et son avarice est donc synonyme de repli sur soi-même, mais surtout de concentration, la force dans sa concentration, le ralentissement des échanges, l'hypotension. Si Mercure et Mars peuvent représenter l'hypertension, nous disons que Saturne est l'hypotension. Sa lenteur est à l'opposé de ce qu'est l'hypertension, c'est-à-dire la rapidité de l'afflux sanguin. Nous savons donc que Saturne représente l'économie des forces nerveuses, l'économie et l'accumulation, la faculté constructive, le causalisme, le philosophique, le calcul, le mathématique. Il est le sens critique des choses, l'évolution à tendance abstraite. Il est l'édification, le sédentarisme, mais également l'isolement. Il représente l'accumulation et l'acquisition dans le faste, mais il peut représenter les claustrations, les misanthropes, c'est-à-dire la peur et le rejet, la froideur, la sécheresse du cœur. Nous devons donc équilibrer ces principes qui sont correspondants en chaque être. Chaque être est composé de ses pratiques et de ses principes, où il y a justement des lacunes et des surplus. Il faut donc équilibrer les influx de ses forces ou de ses principes pour avoir une juste maîtrise de son intérieur et de son extérieur, et donc de sa réalité en elle-même. C'est ce qu'est l'acte de magie du septénaire, c'est de comprendre les forces sur la force sur ses plans respectifs, et de pouvoir donc la malayer psychiquement et physiquement selon sa compréhension, et donc avoir une réalité et une emprise de volition, de volonté beaucoup plus importante sur le faste, et donc déjouer les plans du destin, comme nous disons en hermétique, et que l'homme choisit donc son libre arbitre, avec la connaissance en cause et les facultés de pouvoir agir selon son choix véritable, et non selon les choix qui lui ont été imposés, suggestionnés par hypnotisme ou par simple suggestion ambiante, qui peut être à la fois humaine, apparente, mais à la fois psychique et invisible. Ne l'oubliez jamais qu'il y a des forces que vous voyez qui sont à l'œuvre dans les corps apparents, mais il y a aussi des forces à l'œuvre dans les corps invisibles pour vos yeux physiques. Alors voilà, avec la compréhension de la force dans son expansion, dans son expansion solaire, dans son absorption lunaire, dans son dynamisme martien, dans sa transmutabilité convertible mercurienne, dans son attractivité, son harmonisation vénusienne, dans sa force de cohésion, d'organisation jupitérienne, et dans Saturne, l'isolation et la concentration de cette même force en elle-même sur les 7 plans, qui sont donc, comme nous le répétons, partant du physique, éthérique, astral, mental, causal, bouddhique, androgynique, christique ou krishnaïque, peu importe les termes employés, et ainsi que le dernier qui est donc la source des autres rayons, la concentration du premier principe unitaire de toute chose viable et existante. Voilà, c'était donc le septénaire présenté d'une certaine façon, dont je remercie les écrits de Paul Clément Jagot et d'autres personnes qui ont continué ces travaux, et dont je continue les travaux moi-même par expérience pratique et théorique. Merci à vous et à très bientôt. Portez-vous bien les amis et bonne recherche.